question numéro 1. Elle est posée par le président Bruno Cavalier. Bonsoir à tous, Mesdames, Messieurs. D'abord, pour que vous ayez tous la même connaissance de la situation des travaux publics, avant de poser ma question, je vous rappellerai que depuis 2008, vous le savez sans doute, nous avons perdu 25% de notre activité. Nous avons perdu 30 000 emplois. Nous allons perdre encore 8 000 emplois cette année. Nous avons une situation d'urgence absolument catastrophique. Si nous vivions, je le disais tout à l'heure, de promesses, nous serions sans aucun problème dans le plein emploi, puisqu'aujourd'hui nous avons souvent des effets d'annonce, des promesses, alors que nous sommes dans un état d'urgence. Olivier, tout à l'heure, le président Giorgetti en parlait. Tous les indicateurs de notre profession sont dans le rouge, que ce soit en eau, que ce soit en électricité, que ce soit en route. Ce qui conduit d'ailleurs le classement de la France en termes d'attractivité, de compétitivité du territoire, on l'a rappelé, à passer entre 2008 et 2015 de la 4e à la 10e place. Bref, une situation qui ne peut pas durer. Donc ma question, quelle est pour vous l'urgence? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce sont des grands projets? Je pense notamment aux lignes LGV, dont on nous a annoncé il y a encore quelques semaines qu'elles allaient se faire, en oubliant quand même de parler du financement, quand on sait aussi les difficultés que la FIT a à trouver son budget. Ou est-ce pour vous de l'entretien fait pour la plupart par les collectivités locales? Et comment imaginez-vous, dans un futur mandat, accélérer ce que vous allez nous promettre ce soir, en espérant que nous n'aurons pas une fois de plus des promesses, des paroles qui ne seront pas suivies d'actes? Dominique Régnier est le premier à répondre à cette question du président Cavalier. C'est parti. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux d'avoir la possibilité d'échanger avec vous sur ce sujet crucial. Je veux d'abord dire, même si je ne peux le dire qu'en quelques secondes, que la situation qui vient d'être décrite et qui, hélas, est en effet très préoccupante, doit beaucoup, dans les causes qui la déterminent, à des décisions gouvernementales qui ont été prises par la majorité actuelle, notamment en termes de réduction des dotations aux collectivités territoriales. C'est une idée étrange, à la fois injuste et irrationnelle, que de réduire à ce point les moyens des investisseurs publics les plus performants, les plus acharnés à investir dans une époque comme la nôtre. Donc il y a un paradoxe dont il faudra bien sûr rendre compte au moment voulu. Je crois que pour répondre à une partie de la question qui a été posée, parce que beaucoup de questions étaient dans la question énoncée, nous avons une difficulté aujourd'hui parce que le contrat de plan État-région est arrivé dans une phase de neutralité, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que rien n'a été prévu, il ne se passe rien parce que la réforme territoriale a rendu très compliquée l'élaboration des contrats suivants. Et je veux attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on parle du contrat de plan État-région nouveau, en réalité, il y a beaucoup de solde de l'ancien qui est reporté, en particulier pour ce qui concerne les routes. C'est quasiment ce qui n'avait pas été fini dans le contrat précédent qui est reporté, donc il n'y a pas grand-chose. Et on trouve même dans le contrat de plan État-région, pour chacune des deux régions, l'intention de ne pas investir un centime sur les routes. Alors pour agir de manière efficace et dans la durée, je vous propose d'une part un plan route de 200 millions d'euros par an, avec un effet de levier qui, j'espère, nous amènera à mobiliser 1 milliard d'euros d'investissement pour les routes, ce qui me paraît essentiel. Et je propose aussi un effet d'incitation, c'est-à-dire de proposer à tous les présidents de conseils départementaux que je voudrais rencontrer de faire lever les projets et de monter en charge pour les assister, pour les aider, pour les soutenir, d'autant plus fortement que les projets émergeront plus vite. Merci beaucoup, M. Régnier. Philippe Sorel. D'abord, sur le plan politique, je pense que pour gouverner une nouvelle région, il faut une nouvelle façon de faire de la politique, en dehors des chapelles. Parce que moi, je n'ai pas envie que ce soit ni Solferino, ni d'autres chapelles qui gouvernent la région. Je le dis aux entrepreneurs du Languedoc-Roussillon. Il faut une équité territoriale, il faut un équilibre territorial. Et cet équilibre territorial, il peut s'obtenir que par le courage politique. C'est-à-dire le fait de dire les choses et d'avoir le courage de les prouver.
Ainsi, il faut dire la vérité sur les 2 lignes de LGV, celle de Toulouse jusqu'à Bordeaux et celle de Montpellier jusqu'à Perpignan-Barcelone. J'ai mangé avec Guillaume Pépi il y a 1 semaine et il m'a confirmé que les financements n'étaient pas actés. Alors on peut raconter des histoires aux entrepreneurs, mais ça c'est une façon que je ne cautionne pas. Ça veut dire qu'il faut prendre les choses autrement. D'abord, il faut faire un diagnostic de territoire, un grand diagnostic, parce que cette région, ce n'est pas la somme de 2 petites régions. C'est un tout, une nouvelle région. Et on ne va pas guérir les maux de cette nouvelle région en faisant des petits emplâtres ici ou là pour se faire plaisir. Il faut repenser le fonctionnement d'un nouveau territoire, avec ses routes, avec ses voies ferrées, avec ces trains régionaux qui méritent largement un nouveau plan, avec ces voies qui sont dégradées et qu'il faut reprendre, mais aussi avec le schéma routier qui doit être reconçu, et avec un schéma régional d'aménagement durable du territoire qui doit être conçu par des gens compétents, pas par des amateurs. Voilà ce que j'ai à dire. C'est un peu plus court, je m'en excuse. Merci. Philippe Sorel. Madame Delga, la parole est à vous pour 2 minutes, si l'ordre qui m'est proposé est respecté. Madame Delga. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme le président l'a indiqué, en effet, il y a urgence à engager des travaux. Et si je suis élue présidente, l'année 2016 ne sera pas une année blanche. C'est-à-dire que nous mettrons en œuvre les projets qui peuvent concrètement se réaliser. Mais nous mettrons également en place les modalités d'accès à la commande publique. Sur les projets qui peuvent être mis en œuvre, nous en avons aussi bien en Languedoc-Roussillon qu'en Midi-Pyrénées plusieurs exemples. Tout d'abord, sur la RN 88, nous pouvons engager auprès de l'État des financements très rapides qui permettront de désenclaver le nord de la région. Nous avons aussi sur, par exemple, l'agglomération toulousaine, le prolongement de la ligne B, dont tous les dispositifs administratifs sont en place, et la région sera prête à faire un effort pour que ces travaux puissent se réaliser très rapidement. Il y a également, sur les réseaux ferroviaires, 2 projets qui doivent être engagés en 2016. C'est 400 millions d'euros de travaux entre Toulouse et Tarbes, mais c'est également des travaux sur le renouvellement des voies et du ballast entre Narbonne et Montpellier, et entre Carcassonne et Castelnaudary, à hauteur de 330 millions d'euros. Ce sont des points, des axes précis. Mais c'est également des projets que nous devons amplifier, qui sont les pôles d'échange multimodaux, à l'exemple de ce qui a été fait à Bayargues, parce que nous avons de nombreuses collectivités qui sont intéressées. Et c'est aussi, comme mesure d'urgence, faciliter l'accès à la commande publique pour toutes les entreprises, c'est-à-dire avec des allotissements assez fins pour permettre aux TPE et aux PME de répondre. C'est également avec une avance forfaitaire de 15% sans garantie. Et l'année 2016 doit nous permettre de mettre en œuvre, comme je l'ai déjà indiqué, dès 2017, un plan Marshall pour les travaux publics et pour le bâtiment. Merci beaucoup. Louis Alliot est le 4e candidat à répondre à cette question du président Cavagné. C'est parti. Mesdames, Messieurs, merci de nous écouter ce soir dans le cadre de ce débat. Moi, je ne voudrais pas vous mentir, des travaux, il y en a évidemment beaucoup dans tous les départements de cette grande région, des travaux importants, des travaux que l'on doit d'ailleurs même à nos partenaires européens. Je rappelle que les Espagnols ont fait la ligne Madrid-Barcelone-Perpignan et que nous ne sommes toujours pas capables de leur fournir la ligne Montpellier-Narbonne-Perpignan. Je ne parle même pas de la transversale entre les 2 mers Bordeaux, Toulouse, Toulouse-Narbonne, qui celle-là sera très certainement l'Arlésienne. Bref, ce n'est pas une question de projet. Les projets, ils sont là. J'en ai entendu, moi, beaucoup. Il y en a beaucoup dans les cartons. C'est un problème de financement. Or, je pense qu'on ne peut pas vous mentir sur le fond. La fusion des 2 régions va coûter plus cher que ce que coûtaient auparavant les 2 régions indépendamment. Ça, c'est le premier point. Les spécialistes disent que c'était fait pour économiser 20 milliards d'euros. Un cabinet récent vient de dire que ça coûtera 10 milliards d'euros supplémentaires à la fusion de toutes ces régions. Et donc l'État, petit à petit, transfère des compétences, mais ne donne pas les moyens en contrepartie aux collectivités de faire face.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compétence exclusive sur l'économie, les lycées, les transports, il faut évidemment choisir, faire des choix, arrêter de se disperser, arrêter de gaspiller l'argent public et se concentrer sur des directions bien précises. Il y en a deux essentiellement aujourd'hui. L'économie, et ça touche le travaux public, ça touche le logement, ça touche d'autres secteurs d'activité, mais on ne peut pas parler d'économie et de travaux publics si on ne parle pas d'apprentissage. Et je pense que nous devons créer à l'avenir des contrats entre les travaux qui seront donnés ou présentés aux entreprises locales avec des contrats d'apprentissage. Beaucoup existent déjà, mais il y a aussi beaucoup de retard. Et j'espère que nous arriverons à mettre en adéquation les deux. Mais je pense que le futur président de région devra donner la priorité exclusivement à l'économie en dehors de toute autre considération. Merci. Merci beaucoup, Louis Alliot. Gérard Onesta, il revient de conclure ce premier tour de réponse à la question du président Cavagné. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je connais bien votre métier. C'est le mien. De tous les compétiteurs, je suis à peu près le seul à savoir ce qu'est un chantier. J'étais encore ce matin. Je suis architecte. Donc, faire bouger des bétonnières, creuser des trous, manier l'acier, le béton, le sable, savoir ce que sont les aléas climatiques et des clients insolvables. Je crois que je suis assez bien placé pour comprendre vos problèmes, puisque j'y suis confronté au jour le jour depuis maintenant une trentaine d'années. Ce qu'ont dit mes compétiteurs est exact sur un point. Les caisses sont vides. Par contre, nous avons une chance incroyable. 2 régions réunifiées sont parmi les moins endettées de France. Notamment, je rends hommage à Martin Malvy, je ne le fais pas tous les soirs, en Midi-Pyrénées, nous avons une dette qui est quasiment inexistante. Nous empruntons à 0%. Vous aimeriez tous emprunter à 0%. Nous empruntons en Midi-Pyrénées à 0%. Eh bien, je le dis, quand on est dans une phase de crise qui est celle que connaissent nos sociétés, et vous êtes en première ligne, vous avez vu la chute de votre activité, ne pas utiliser tous les leviers, y compris celui de l'endettement quand on n'est pas endetté, qu'il y a des conditions du marché aussi favorables, c'est une faute politique. Donc je n'hésiterai pas à mobiliser cette chose-là avec modération, sans rentrer dans le délire que les générations suivantes paieront, avec modération, mais là on a un vrai levier que je n'hésiterai pas à utiliser. Il y aura beaucoup de choses à faire, parfois beaucoup de petites choses à faire. Ne fantasmez plus sur les gros chantiers. Il y a plein de petits ou moyens chantiers, notamment la rénovation de tous nos transports ferroviaires, les trains du quotidien. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, que vous devez faire. Mais également sur les grands chantiers comme la connexion de nos 2 capitales. Il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Il y a quelque temps, dans le contrat de plan État-région, mon groupe, le groupe Front de Gauche et le groupe écologiste, a proposé un amendement pour mettre dans le CPER la modernisation de l'axe ferroviaire entre nos 2 métropoles. Les groupes de droite et le groupe socialiste ont voté contre. Jugez sur les actes. Je vous remercie.